Il y a 90% de l'Amérique profonde qui ne possède rien, ou quasiment rien. Et moi, je ne crée rien. Je possède. C'est nous qui fabriquons les règlements. Les nouvelles, la guerre, la paix, la famine, les émeutes, le prix des brosses à dents. On tire à la pinte du haut de forme, et le public applaudit et se demande comment on a fait. Tu n'as pas la naïveté de croire que nous vivons en démocratie, j'espère. C'est le libre marché. Et tu en fais partie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle on va analyser le roman La peau de chagrin de Balzac. Alors avant de me lancer, je rappelle que j'ai fait un résumé du roman, donc si vous vous rappelez plus de quoi ça parle ou si vous ne l'avez jamais lu, vous pouvez toujours aller voir ce résumé, le lien est dans la description. Donc dans cette vidéo, on va analyser La peau de chagrin, mais en fait on va surtout parler de Balzac et du contexte dans lequel le roman est sorti. Et je vous souhaite un bon visionnage. Honoré de Balzac, si je mets de côté ceux qui connaissent pas et ceux qui s'en foutent complètement, j'ai l'impression que souvent il divise les gens en deux catégories. Il y a ceux qui ont été traumatisés par lui quand ils l'ont lu à l'école et qui souvent se rappellent de descriptions qui sont interminables et qui ne veulent plus en entendre parler. Et puis il y a ceux qui l'ont découvert ou redécouvert plus tard et qui souvent trouvent ça bien. Alors pour ma part, j'ai pas lu Balzac quand j'étais à l'école et pourtant j'étais dans un lycée qui s'appelait le lycée Balzac. Mais je pense qu'on s'en fout. Je l'ai lu beaucoup plus tard et j'étais un peu surpris parce que finalement ça collait pas avec l'image très austère que j'en avais. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même des très longues descriptions et souvent, même si en public on peut dire que non, c'est vachement intéressant, c'est vrai que quand on est tout seul, on a parfois un peu envie de... Mais bon, il faut bien se dire que ces longues descriptions et ce sens du détail, c'est aussi parce qu'au 19e siècle, évidemment, on n'a pas du tout le même accès aux images qu'aujourd'hui. Et les gens bougent aussi beaucoup moins. Ce qui fait que si par exemple, vous vous contentez d'écrire « L'histoire se déroule dans une pension rue Neuve-Sainte-Geneviève à Paris », et bien pour un lecteur du 19e siècle, ça peut donner ça. Alors Paris, c'est là où il y a la maison du roi. Par contre, le reste... Alors que si vous lisez le début du Père Goriot, vous aurez une image des lieux à peu près aussi précise que si vous aviez vu un documentaire. Mais bon, ce que je trouve intéressant surtout, c'est plutôt la manière avec laquelle Balzac applique ce sens du détail à ses personnages. Parce que souvent, quand on lit du Balzac, on a une réaction un peu comme ça. Ah mais ce genre de personnes, elles sont exactement comme ça, ouais. On reconnaît souvent des personnalités ou des traits de caractère qu'on a déjà croisés. Et pour parvenir à faire ces portraits précis, Balzac revendique une méthode en quelque sorte scientifique. Il s'inspire du travail des naturalistes et de leur classification des espèces animales, et notamment du travail du naturaliste Buffon. Il applique donc la même méthode, c'est-à-dire qu'il analyse, il dissèque, il examine les individus, il les classe et ensuite il les fait interagir dans ses romans. Il s'inspire donc des sciences naturelles, mais aussi d'autres théories en vogue à son époque, par exemple la physiognomonie. La physiognomonie. Alors j'ouvre une petite parenthèse vite fait parce que c'est marrant. Physiognomonie. La physiognomonie, c'est une théorie qui prétend qu'on peut déduire la personnalité d'un être humain à partir de son apparence physique. Mais qu'on peut le faire de manière scientifique, hein. C'est pas juste « tiens, il a une bonne tête, lui, il a l'air sympa ». On mesure les formes des différents visages, les angles du menton, la largeur du front, ce genre de choses. On compile tout un tas de données, à partir desquelles on fait des calculs qui permettent ensuite d'établir des corrélations entre apparence physique et personnalité. Je vais donner un exemple. Si lorsque vous souriez, vous avez tendance à beaucoup élargir la bouche, à montrer vos dents, à renfrogner un peu le nez et à plier les sourcils en forme d'accent circonflexe, alors, d'après les lois de la physiognomonie, vous êtes une personne avide de pouvoir et prête à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, effectivement, c'est n'importe quoi et ça fait longtemps que l'objectivité scientifique de la physiognomonie a été démontée. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui y croit, mais il en reste encore quand même quelques-uns. En tout cas, Balzac, à l'époque, lui, il y croit. Et si ces personnages sont intéressants, c'est pas seulement grâce à la physiognomonie, mais c'est aussi parce qu'ils incarnent des archétypes sociaux. Les personnages de Balzac sont à la fois les produits et les symptômes d'un contexte politique et économique. Et c'est pour ça qu'on entend souvent dire que d'une certaine manière, Balzac était un sociologue avant l'heure. Alors évidemment, c'est un peu abusif de parler de sociologie, mais c'est une comparaison qui rappelle quand même l'idée de méthode scientifique que Balzac revendique. Et ce qui peut faire penser aussi que Balzac était une sorte de proto-sociologue, c'est que dans son œuvre, il décrit la manière avec laquelle le contexte politique et social va profondément modifier les mœurs, les mentalités et finalement les individus. Et qu'est-ce que c'était donc que ce contexte social et économique à l'époque de Balzac ?
Balzac est né en 1799 et il est mort en 1850. Il a donc connu tout un tas de régimes successifs et de révolutions. L'Empire napoléonien, la Restauration, la Révolution de 1830, la Monarchie de Juillet, la Révolution de 1848, la Deuxième République, et il était même à deux doigts de connaître le Second Empire, mais il est mort juste avant. Parce que depuis la Révolution de 1789, il y a eu un paquet de soubresauts avant que l'idée d'une république ne s'impose. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, genre on a tranché la tête du roi et puis on passe à autre chose. Non, ça a duré longtemps. Et d'ailleurs, en 1871, après la défaite contre la Prusse, la possibilité que la France redevienne une monarchie était loin d'être exclue. Mais outre ces allers-retours institutionnels, ce à quoi Balzac va assister, c'est à la disparition progressive d'une classe qui jusque-là dominait à peu près tout, l'aristocratie. Et il observe avec la perte d'influence de l'aristocratie, la disparition progressive du monde de l'Ancien Régime, de ses valeurs et de ses représentations. Alors c'est pareil, les privilèges ont été abolis le 4 août 1789, mais la noblesse ne va pas perdre de son influence comme ça du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement. Mais elle perd peu à peu du pouvoir au profit d'une nouvelle classe conquérante que Balzac n'aime pas beaucoup. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... La bourgeoisie. Alors juste un truc en passant, hein. Je dis pas que c'est votre cas, mais c'est quelque chose que j'entends souvent. Quand je dis bourgeoisie, c'est pas au sens de « t'as vu, ça acheter une deuxième voiture ?» C'est vraiment des bourgeois. Non, non, dans ce cas-là, on parle d'une très petite partie de la population qui ne fonde pas son pouvoir sur le nom de famille, parce que ça c'est le cas de la noblesse. Ce sont les propriétaires des grands moyens de production, les grands moyens financiers et les moyens d'échange. La banque, la grande industrie, le commerce à grande échelle, bref, le capital. Doit écraser capitalisme. Et pendant que les Français passent leur temps à alterner entre république, monarchie et empire, la révolution industrielle démarre en France. Et la création de gigantesques empires financiers renforce encore un peu plus le pouvoir de la bourgeoisie au détriment de la noblesse. Alors attention, après ces deux groupes sociaux sont loin d'être étanches. Au contraire même, ils ont plutôt tendance à faire souvent des mariages d'intérêt entre eux, et ça, Balzac en parle aussi dans ses romans. Et la disparition progressive de l'Ancien Régime s'accompagne aussi de la perte d'influence de l'Église sur la société. Alors c'est pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est un mouvement qui a été lancé et qui semble inéluctable. Et du point de vue de Balzac, ce basculement dans une nouvelle société laisse place à de nouvelles valeurs et de nouvelles représentations qu'il n'aime pas du tout, celle de la bourgeoisie. La société qu'il décrit dans ses romans est organisée autour d'un nouveau culte, le culte de l'argent, du profit et du bénéfice. C'est l'argent qui met en mouvement l'ensemble de la société, qui détermine les relations entre les individus, mais aussi les individus eux-mêmes. Et c'est cette histoire que Balzac va raconter dans ses romans, celle d'une société nouvelle entièrement structurée autour du culte de l'argent. Alors il faudrait quand même pas faire l'erreur de croire que pour autant ça en fait un marxiste avant l'heure, parce que c'est pas du tout le cas. Et à vrai dire, il était même plutôt dans le camp du « c'était mieux avant ». Mais sa description du rôle de l'argent sur les rapports sociaux est suffisamment pertinente pour susciter l'admiration du camp d'en face. Je pense par exemple à Engels, qui disait avoir appris plus sur la politique et l'économie en lisant Balzac qu'en ayant lu des économistes ou des historiens. Et Marx aussi était un grand admirateur de Balzac. Alors Balzac est peut-être l'écrivain du 19e siècle qui a le mieux décrit et analysé le rôle de l'argent dans la société. Pour la théorie, pas de problème, il était super fort. Par contre, dans la pratique, c'est une toute autre histoire. L'œuvre de Balzac est phénoménale. Rien que la comédie humaine, c'est entre 90 et 98 romans, ça dépend comment on compte, et près de 2500 personnages. Et je parle là de vrais personnages, pas des figurants. Et puis la comédie humaine, c'est un peu comme le Marvel Cinematic Universe avant l'heure, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de personnages récurrents qui vont apparaître dans un roman, puis revenir dans un autre, et revenir encore dans un autre roman, etc., etc. Par exemple, dans La peau de chagrin, on rencontre pour la première fois Rastignac, mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et c'est dans Le Père Goriot qu'on apprendra comment il est arrivé à Paris, et surtout comment il va devenir ce qu'il est devenu. Et il faut ajouter à ça des tonnes d'articles de journaux, des contes, des lettres. Balzac écrit jusqu'à 16 heures par jour, et pour tenir le coup, c'est très connu, il boit beaucoup de café. Mais s'il écrit autant, c'est pas uniquement parce qu'il est hyper inventif. Oh là là, j'ai plein d'idées, je suis trop fort. C'est aussi parce qu'il doit de l'argent à tout le monde. En 1824, Balzac a une idée. Pelzer. Des idées fantastiques pour un monde fantastique, avec moi l'illogique devient logique. Son idée, c'est de publier les œuvres complètes de Molière et de La Fontaine dans des volumes uniques. Quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Eh bien mes amis, vous avez beaucoup d'objets qui sont intéressants, mais il y en a un que vous n'avez pas. La salle de bain de poche. Et ouais, sur le papier, ça a l'air pas mal, donc il emprunte de l'argent pour se lancer dans l'édition. Mais son affaire ne marche pas, et finalement, il se retrouve endetté.
Mais il lâche pas l'affaire et il se lance cette fois-ci dans un nouveau projet, monter une imprimerie. Tu connais bien la salle de bain de poche. Je l'ai encore perfectionnée. Il emprunte donc de nouveau de l'argent, mais son business foire encore une fois et il est un peu plus endetté. Mais il ne se décourage pas et il monte cette fois-ci une fonderie de caractère d'imprimerie. Voici le cendrier sans fumée Pelzer. Mais pas de bol, c'est encore un business qui foire et à 28 ans seulement, il est criblé de dettes. Il a des créanciers qui vont lui courir après jusqu'à sa mort et parfois même il va devoir se cacher pour éviter la prison. Heureusement pour lui, en 1828, il a une nouvelle idée. Je parie que tous les enfants voudront en avoir un chez eux. Tu vois ça? Je crois que c'est une idée qui pourrait vraiment faire un malheur. Cette fois-ci, il veut partir en Italie pour exploiter une mine argentifère. Il se rend donc là-bas, en Sardaigne, et quand il arrive sur place, pas de bol, la place est déjà prise. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Et Balzac n'arrivera jamais à se remettre financièrement, et en 1850, il va mourir dans une rue qui s'appelle, devinez quoi, la rue Fortuné. Et oui, les dieux sont cruels, qui s'appelle aujourd'hui la rue Balzac. Alors pour ceux qui ont vu le résumé de La peau de chagrin ou qui connaissent déjà le roman, vous devez vous dire que le coup des créanciers, là, ça ressemble pas mal à ce qui arrive à Raphaël. Et effectivement, Balzac a mis beaucoup d'éléments autobiographiques dans La peau de chagrin. Je le signale juste en passant parce que c'est pas un sujet sur lequel on va revenir. Mais malgré ses péripéties financières et le fait qu'il soit obligé de se cacher de temps en temps, Balzac est une star de la littérature de son vivant. Et son premier gros succès, c'est justement La peau de chagrin, qui sort en 1831, au lendemain d'importants bouleversements politiques en France. Petit rappel historique vite fait, 1789, c'est la Révolution française, la société par ordre, noblesse, clergé, tiers-état, tout ça, ça explose, et 3 ans plus tard, on tranche la tête de Louis XVI. Puis la Révolution française laisse place à l'Empire napoléonien, qui finira par se casser la gueule. Ouf, il est mort. Et en 1815, c'est la Restauration. Fini les conneries, on remet un roi sur le trône, et cette fois-ci ce sera Louis XVIII. Et pourquoi pas Louis XVII? Eh ben, allez vous renseigner. En 1824, alors que de son côté Balzac se lance dans le business, Des idées fantastiques pour un monde fantastique. Louis XVIII meurt et c'est Charles X qui monte sur le trône. Alors au début, Charles X est assez populaire, mais ça va mal tourner, parce qu'il donne franchement l'impression de vouloir restaurer l'ancien régime. Par exemple, il se fait sacrer à Reims pour montrer qu'il est bien un roi de droit divin, et il fait une grosse cérémonie en grande pompe, et ça passe mal. Parce que je vous rappelle que 1789, c'était il n'y a pas si longtemps, et en France, il y a encore plein de gens qui sont chauds bouillants. Et Charles X va se heurter à l'influence grandissante des libéraux. Alors qu'est-ce qu'un libéral ? J'ai l'impression que c'est devenu un des mots les plus flous de la langue française aujourd'hui parce qu'en fonction de qui l'utilise, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Mais disons dans ce contexte que les libéraux ne veulent pas forcément un retour à une république, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent pas d'une monarchie à la Louis XIV. En fait, c'est surtout des bourgeois qui veulent faire du business et qui veulent avoir leur mot à dire dans la conduite des affaires du pays. Cette opposition grandit jusqu'à ce qu'en 1830, Charles X décide de faire une Chirac. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Résultat des courses, les élections sont catastrophiques pour lui et alors là, il s'énerve. Le 25 juillet, il publie les ordonnances de Saint-Cloud qui suspendent la liberté de la presse, qui dissolvent la Chambre et qui restreignent le droit de vote. Et alors là, ça pète de partout. Et ce sont les journées de juillet, dites aussi les Trois Glorieuses. Et pendant 3 jours, c'est la Révolution, les barricades, tout ça. Sauf que ce mouvement n'aboutit pas sur une nouvelle république, mais sur une nouvelle monarchie. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je vous l'ai dit, les libéraux n'étaient pas forcément contre l'idée d'une monarchie tant qu'elle les laisserait faire du business tranquillement. Et ils ont trouvé leur nouveau champion avec le roi Louis-Philippe, le roi sans numéro donc, qui ne sera pas le roi de France, mais le roi des Français. C'est-à-dire qu'on a trouvé un roi moderne et à la cool. Alors c'est la liesse générale dans le pays, le drapeau tricolore revient à la place du drapeau blanc, et on va même jusqu'à surnommer Louis-Philippe le roi des barricades. Alors qu'en fait, il était planqué pendant tout le mouvement. Et c'est le début de cette période qu'on a appelée la monarchie de juillet. Les artistes et les intellectuels sont euphoriques, Victor Hugo chante la liberté retrouvée, Delacroix peint son tableau La liberté guidant le peuple, bref, tout le monde est content, sauf Balzac. Lui, il regarde tout ça et il se dit... Pas sûr. Il a un doute. Alors le premier acte politique du roi des barricades, c'est de nommer un banquier à la tête du gouvernement, Jacques Laffitte. Pourquoi pas ? Qui est remplacé 5 mois après par Casimir Périer, un autre banquier. Pourquoi pas ? Et puis ça tourne vite au désenchantement pour les ouvriers. Parce qu'après les barricades et les journées de juillet, tout le monde leur disait à peu près ceci. Bravo les gars, sans vous, on n'aurait jamais pu faire cette révolution. Et ça, on ne l'oubliera pas.
Et vive le monde d'après. Alors assez logiquement, les ouvriers se sont dit que leurs conditions de vie allaient peut-être s'améliorer. Parce que la journée d'un ouvrier à l'époque, c'est 15 à 17 heures de travail. Tous ensemble, ils sont donc allés voir le gouvernement du banquier. Oui, pardon monsieur, c'est rapport au fait que vous disiez qu'on vous avait bien aidé pendant la Révolution. Maintenant que c'est fait, on se demandait si peut-être il y aurait moyen d'améliorer un peu nos conditions de travail. Ah mais on aimerait bien faire quelque chose pour vous, nous, mais si vous travaillez moins de 17 heures par jour, l'économie du pays va pas tenir le coup. Ça va être la crise. Ah bon? Ça c'est l'économie, c'est compliqué à expliquer. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'on a pensé, c'est qu'à la place, on allait vous offrir une jolie médaille. Allez, dégage. Et c'est comme ça qu'on a remis les médailles de juillet aux ouvriers pour s'être battus contre les troupes de Charles X. Enfin, plus ou moins comme ça. Dans l'euphorie générale, Balzac observe tout ça et lui, comme je disais, il a des doutes. Parce que le coup de la liberté qui a triomphé et du progrès social, il y croit moyen. Et le truc, c'est qu'il va pas s'en rendre compte 5 ans après, genre oui, bah j'ai voté pour lui, mais je m'attendais pas à ça non plus, moi. Mais la prochaine fois, je me ferai pas avoir. Non, il en parle déjà dans La peau de chagrin, qui, je le rappelle, sort en 1831, c'est-à-dire un an après les événements de juillet. Le gouvernement, c'est-à-dire l'aristocratie de banquiers et d'avocats, a senti la nécessité de mystifier le bon peuple de France, avec des mots nouveaux et de vieilles idées. Dès sa parution, La peau de chagrin connaît un succès fulgurant, et c'est peut-être parce que le roman est rentré en résonance avec ce que pensaient pas mal de gens à cette époque. Pour Balzac, on a donc un souverain, Louis-Philippe, qui est arrivé en mode révolution, en promettant la rupture avec l'ancien monde. Mais il s'est avéré que ce roi soutenu par les grands journaux de l'époque était en fait le représentant des banquiers et des puissances financières, et qu'il allait défendre leurs intérêts et faire la guerre aux pauvres et aux idéalistes. One of the main questions I was trying to address in my book really came from my reading of Balzac in particular, who describes a society in 19th century France where inherited wealth plays an incredible role. And so you have this very cynical view of society and what you need to do to get ahead in life. And one of my big questions I was trying to answer in this book is, was this true? Did this really correspond to the way 19th century societies were working? Or was it just an obsession of Balzac, who was very much indebted, and he was writing novels all the time in order to pay back his own debt, so he was clearly obsessed with this guy. And so I came with the conclusion that it was not an obsession, this was really the way society at the time was working. And then the next question is, why was it so? What has really changed? Well, have things really changed? Why? Are we sure that these changes are permanent? Voilà, c'est fini pour cette petite introduction sur La peau de chagrin, et si ça vous dit, on se retrouve la prochaine fois pour analyser un peu plus le roman. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, dégage.